Salut Yoni, Salut Julien. épisode 2 de notre podcast. Sans transition aujourd'hui, on va partir directement sur l'actu. Nous sommes à 1000 jours de guerre en Ukraine depuis l'invasion totale de la Russie. Quel est son sentiment en ce jour symbolique? C'est assez important de se souvenir que même si l'invasion totale a commencé à 1000 jours, la guerre dure depuis 10 ans et est déjà sur son 11e année. Et que l'invasion totale a commencé à 1000 jours et ça montre que c'est vraiment un échec russe. Parce que la Russie était partie pour forcer l'Ukraine à un changement de gouvernement et pour en faire une sorte de Biélorussie 2.0. À la base, c'était censé arriver assez rapidement et c'est pas arrivé rapidement et du coup, ils vont pas atteindre cet objectif stratégique. Et du coup, c'est 1000 jours de souffrance ukrainienne et d'échec russe. Et 1000 jours d'alliés de l'Ukraine qui sont tout le temps dans la demi-mesure et qui dès qu'il y a une occasion, ratent l'occasion et laissent la Russie continuer son agression. Ouais, et cette guerre d'attrition qui n'en finit pas. Ouais. Ok. On va aussi partir sur une info récente, il y a quelques jours. Donc, le gouvernement Biden qui autorise l'armée ukrainienne à utiliser leurs missiles en territoire russe. Ouais. Tu veux développer un peu là-dessus? Ouais. Déjà, résumer un peu le truc. Ouais. Et puis après, je te poserai peut-être une ou deux questions plus techniques, on verra quoi. Ouais. En gros, l'Ukraine a reçu des missiles ATACMS il y a déjà un bon moment donnés par les États-Unis, qui sont des missiles balistiques ou quasi balistiques à courte portée, mais du coup qui ont une portée quand même assez longue d'environ 300 km. Et l'Ukraine utilise ces missiles pour frapper la Crimée, par exemple, depuis un bon moment. Et comme ce que je disais avant, on est toujours dans la demi-mesure, les États-Unis ont interdit à l'Ukraine d'utiliser ces missiles en territoire russe. Ce qui est totalement stupide parce que les Russes utilisent toutes les armes conventionnelles qu'ils ont contre l'Ukraine, mais les Ukrainiens n'ont pas le droit d'utiliser des missiles ATACMS pour frapper des Russes derrière la frontière. Donc c'est stupide, c'est un peu comme si tu étais contraint de jouer un match de foot contre une équipe qui a le droit de sortir du terrain. Ouais. Et toi tu peux pas sortir. Et en plus c'est l'Ukraine qui est la victime, donc on met des handicaps à la victime, ça a aucun sens. Et du coup un des trucs un peu cons avec cette demi-mesure, c'est que de nouveau on annonce ça avant que ça se passe, donc on donne le temps à la Russie de déplacer l'équipement et de pas trop s'énerver, mais ça reste quand même une bonne chose. Le problème avec ça, c'est que les missiles ATACMS, l'Ukraine n'en a pas beaucoup. Les États-Unis en ont peut-être, je sais pas, un peu plus de 1000, mais ils n'en ont pas tant que ça. Et ils n'ont pas donné énormément à l'Ukraine. Et Biden n'a pas encore donné la permission d'utiliser d'autres missiles de l'Ouest. Donc il y a les Scalp français, anglais et italiens que les Macron et Starmer donnent la permission à l'Ukraine d'utiliser, mais les États-Unis bloquent et ne laissent pas. Et les États-Unis n'ont pas donné de missiles JASSM, par exemple, qui sont les missiles de croisière américains. Et du coup, c'est une mesure symbolique, mais qui change pas grand-chose. Après, il faut se souvenir que depuis le début de la guerre, l'Ukraine utilise des missiles Tochka et des Neptunes et des drones et tout ça pour frapper le territoire russe. Donc l'Ukraine a frappé le territoire russe des centaines de fois pendant cette guerre. C'est juste que maintenant ils ont le droit de le faire aussi avec des missiles américains, mais ils le faisaient déjà avant. Donc mais ça reste une bonne nouvelle dans le sens où je vois trois raisons pour faire ça. La première raison, c'est que les négociations vont bientôt commencer. Et les négociations, pour l'instant, elles n'ont pas énormément de chances d'aboutir à la paix tout de suite parce que la Russie n'a pas vraiment de but ou d'envie de négocier pour l'instant. Et du coup, ça donne à la Russie une motivation en plus de négocier. Quand tu dis qu'elles vont bientôt négocier, on en est où un peu au niveau de la feuille de route? Est-ce qu'on peut déjà parler de feuille de route ou... On sait pas, mais on sait que Trump a comme objectif de potentiellement avoir une négociation officiellement le premier jour quand il arrive au pouvoir. Mais après, on va voir si ça se passe ou pas avec Trump. On ne sait jamais. Mais comme la Russie n'a pas vraiment de motivation à négocier actuellement, parce que la Russie se dit la Russie pense avoir un meilleur deal dans 6 mois que maintenant, puisque la Russie avance sur le front et Trump a promis de plus aider l'Ukraine. Et du coup, pour la Russie, c'est... Évidemment, ils vont tout faire. Déjà que négocier avec eux, c'est quasiment possible. Là, ils vont tout faire pour faire capoter. C'est ça, et ils veulent avancer un maximum avant de vraiment négocier. Du coup, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à négocier parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, mais en plus de ça, ils sont en train d'avancer.
Donc ils ont pas... c'est comme si tu fais un match de foot que tu es en train de perdre 6-0 et tu remontes à 6-5. Et à ce moment-là, tu vas pas arrêter le match. S'il reste 20 minutes, tu vas tenter de remonter et de doubler. Et du coup, ça a aucun sens pour la Russie de négocier pour l'instant. Mais du coup, en enlevant ces restrictions et en potentiellement envoyant plus d'aide à l'Ukraine, ça donne une motivation à la Russie de négocier. Donc c'est une bonne chose. Après, la deuxième chose, c'est que la Russie a commencé sa campagne d'hiver traditionnelle, où en hiver, la Russie frappe les civils et l'infrastructure civile ukrainienne, parce que c'est un régime terroriste, le régime Poutine, et parce qu'ils veulent faire mal aux Ukrainiens pour que les Ukrainiens abandonnent. Et du coup, ils vont frapper l'infrastructure civile pour que les Ukrainiens soient dans le noir et pour qu'ils aient froid. Et ils ont commencé ça le week-end dernier, ils ont fait de grosses frappes. Et du coup, ça peut donner à l'Ukraine l'opportunité de rendre les coups, au moins de temps en temps. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après, le dernier point, c'est les soldats nord-coréens, parce que, comme dit, on est dans la demi-mesure dans les pays de l'Ouest, mais la Russie, ils sont pas dans la demi-mesure, eux, ils s'en foutent de ce que nous on pense, et du coup, ils ont demandé à leurs alliés nord-coréens de venir et d'envoyer des troupes. Et actuellement, il y a environ 10 000 troupes nord-coréennes qui sont au front en Ukraine, mais la Corée du Nord peut en envoyer beaucoup plus, ils ont beaucoup d'hommes, et pour eux, une vie, ça coûte rien. Et ça, c'est un problème. Et du coup, en enlevant cette restriction, les États-Unis envoient ce message à la Corée du Nord et à la Russie qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, il y aura une conséquence, ça ne sera pas gratuit. Et du coup, ça, c'est les bons points, c'est les bons côtés de ça. Après, les mauvais points, c'est que déjà, ça arrive trop tard. Ouais. Il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir fait avant. C'est limité géographiquement. Au début, on pensait que c'était sur toute la Russie, puis il y a eu une rumeur comme quoi ça serait que sur l'oblast de Koursk. Mais cette nuit, l'Ukraine a frappé dans l'oblast de Bryansk, donc c'est probablement les zones frontalières où ils ont le droit de frapper, ce qui est mieux que rien, c'est mieux que Koursk, mais ça reste limité. Après, comme dit, il faudrait que les États-Unis donnent la permission de frapper avec des scalps, et peut-être qu'ils envoient des JASSM, et il faudrait que l'Allemagne envoie des Taurus. Mais du coup, l'Ukraine a un manque de missiles à utiliser pour ça, donc c'est problématique. L'Ukraine pourrait... là, ils vont envoyer quelques missiles de temps en temps, mais ils pourraient en avoir beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de cibles à frapper, mais ils n'ont pas assez de missiles. Et après, le dernier point, c'est ce que j'ai dit avant, c'est qu'on n'aurait pas dû l'annoncer, comme on le fait à chaque fois. On aurait dû donner la permission et laisser l'Ukraine frapper. Et comme ça aurait permis de détruire quelque chose. Mais là, comme ça a été annoncé 24 heures avant, ça permet aux Russes de déplacer, pas tout, mais une partie des trucs les plus importants. Et comment t'expliques que dans ce genre de cas, on soit encore aussi, je sais pas si on est stupide, naïf, inefficace, un peu tout ça. Comment est-ce que t'expliques qu'après plus de 2 ans de guerre, etc., on fasse encore des cadeaux comme ça gratuits à l'ennemi? Le problème, c'est que on dépend totalement des États-Unis sur ces décisions, parce qu'on n'a pas de technologie, qu'il n'y a pas besoin des États-Unis pour... les États-Unis ont besoin d'approuver tout ce qu'on fait, et on dépend des États-Unis, et le gouvernement américain a des conseillers défense qui sont des gens qui ne sont pas forcément naïfs, mais qui, pour plusieurs raisons, font très attention. C'est pas des va-t-en-guerre, c'est pas George Bush et Dick Cheney, c'est des gens c'est des gens qui font attention et qui... Ça part pas d'une mauvaise intention, c'est des gens qui veulent pas faire la guerre partout et qui veulent pas... Les États-Unis sont beaucoup plus isolationnistes qu'à l'époque, comme j'en avais parlé dans le premier épisode. Beaucoup de gens mettent la faute sur Sullivan, le conseiller de Biden. En vrai, on n'en sait rien, on sait pas qui est la personne. Ça peut être Biden, de toute façon, ça peut être n'importe qui a inventé ce concept d'escalation management à l'américaine, mais au fond... C'est un peu la technique de la grenouille, on essaye de faire monter la pression petit à petit, au lieu de faire de grosses avancées ou de tout d'un coup tout donner à l'Ukraine. Comme ça donne pas d'excuse à la Russie de faire de conneries ou d'utiliser de bombes nucléaires ou autre. Le problème, c'est qu'avec le temps, on aurait dû comprendre que si à chaque fois on a fait quelque chose et la Russie n'a jamais répondu, c'est qu'ils vont pas répondre. Depuis le temps, c'est quand même temps qu'on se pose la question. C'est ça, mais comme on a utilisé cette méthode depuis le début, on continue là-dessus. Et pour les Ukrainiens, c'est difficile à vivre parce que c'est des milliers de morts à chaque fois qui auraient pu être évités. Mais pour nous, dans l'Ouest, c'est facile, on donne petit à petit. Mais ce qui est con, c'est que pour nous, ça aurait été beaucoup moins cher de donner beaucoup d'aide à l'Ukraine en 2022 et de repousser les Russes à l'époque.
Mais comme on l'a pas fait, le prix monte. Mais même, voilà, même d'un simple point de vue tout basique de l'inflation que les gens doivent payer tous les jours dans leur caddie et tout ça, et les gens qui notamment n'ont pas de ressources ou peu de ressources et qui souffrent par rapport à ça et qui... En fait, malheureusement, le pire, c'est que ces gens-là disent c'est à cause de la guerre en Ukraine que les prix ont augmenté, ce qui est en grande partie vrai pour beaucoup de raisons. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que si on avait investi cet argent, enfin une fraction de cet argent dans un soutien massif à l'Ukraine depuis le début, cette guerre serait probablement terminée. Ouais. Après, d'un point de vue... Difficile à dire. Mais d'un point de vue totalement pragmatique et froid et méchant, pour les Américains, c'est pas forcément désavantageux que la guerre dure un petit peu. Dans le sens où la Russie s'essouffle économiquement et en même temps ruine sa démographie et son économie. Complètement. Et son armée aussi. Et même si la Russie a encore une énorme armée avec énormément de matériel, en fait, ils remplacent du matériel neuf avec du matériel soviète. Et du coup, la qualité fait que de baisser. Et les soldats deviennent... Ça, c'est factuel. C'est factuel, on le sait. On a assez d'infos et de... Ouais, c'est totalement factuel. La Russie perd largement plus d'équipements qu'elle en produit. Et elle peut pas augmenter sa production à l'infini parce qu'elle a un manque de main-d'œuvre et de machines et tout ça. Et donc, du coup, on sait que par exemple, les IFV, qui sont des sortes pour les gens qui savent pas ce que c'est, un IFV, c'est une sorte de. Certains pourraient croire que c'est un tank, mais c'est pas un tank, c'est une sorte de tank léger, on va dire. Les IFV, la Russie en a perdu à peu près. Ils en perdent à peu près 10 fois plus qu'ils en produisent. Mais la Russie a hérité d'énormément de stocks de matériel de l'URSS. Et du coup, ils sortent de l'équipement de ça. Et un jour, ces stocks vont plus exister. À ce moment-là, soit ils vont avoir moins de matériel, soit ils vont un peu moins attaquer, ils vont faire quelque chose. Mais c'est problématique. Et du coup, une guerre qui dure, ça permet à l'Ouest de petit à petit augmenter sa cadence de production sans partir en économie de guerre et tout ça, tout en usant la Russie. Donc ça a des avantages, mais pour l'Ukraine, c'est horrible. Mais le prix qu'eux payent, c'est des traumatismes, des morts, des massacres. Pour eux, c'est horrible. Mais ça peut expliquer en partie pourquoi les pays de l'Ouest se dépêchent pas tant que ça. Ouais, c'est pas très reluisant, mais ça fait partie des sortes de stratégies globales, quoi. Après, je pense pas qu'il y a une stratégie. Je pense que c'est plus une adaptation à la situation que vraiment parce que à la base, ça reste la Russie qui a lancé cette guerre et c'était quand même une surprise, même s'il y avait des renseignements dessus. On n'était pas sûr à 100% que la Russie allait lancer cette guerre, et quand elle l'a lancée, d'ailleurs en France, beaucoup de personnes dans les renseignements pensaient que la Russie ne lancerait pas la guerre. Mais c'est pas, ça reste une guerre que la Russie a lancée, c'est eux qui ont l'initiative et l'Ouest réagit. Mais nous, on savait pas, on n'avait pas, en 2020, on savait pas que ça allait arriver, du coup. C'est pas comme si c'était... C'est un des trucs que les Russes ont réussi à faire aussi, c'est de donner l'impression que c'est l'Ouest qui dirige tout ça et qu'on a des ficelles et qu'on joue avec des marionnettes et que c'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais que l'Ukraine est un proxy de l'Ouest. Mais l'Ukraine, c'est pas un proxy de l'Ouest. C'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Russie a tenté d'envahir l'Ukraine. L'Ukraine est beaucoup trop puissante pour être un proxy. L'Ukraine a survécu les premiers mois de la guerre quasi sans aide militaire. Ils n'avaient pas d'armement lourd donné par l'Ouest. L'hiver dernier, ils ont fait 6 mois sans aide américaine et avec très peu d'aide européenne. La guerre aurait lieu, peu importe ce que l'Ouest fait, cette guerre aurait lieu parce que la Russie a décidé de le faire. Si c'est une guerre de proxy, alors c'est une guerre Chine-États-Unis, mais c'est pas une guerre Russie-Ouest, c'est une guerre Russie-Ukraine avec les deux côtés qui ont des alliés qui s'entraident voilà. Ouais. Malheureusement, certains des alliés sont plus mobilisés, on peut imaginer, plus mobilisés que les autres. Ouais, la Corée du Nord, ils n'ont pas grand chose à perdre, ils sont plus motivés. Ils sont plus motivés, ouais. Je pense que alors la Chine, c'est plus compliqué. La Chine fait beaucoup plus que ce que l'Ouest fait. Ouais, comparativement. Ouais. Comparativement, parce que 75% des exports russes avant la guerre allaient en Europe, et maintenant quasi plus rien va en Europe, donc du coup ce qui va pas en Europe va en Chine, un peu en Inde, un peu autre part, mais beaucoup en Chine, et au fond la Corée du Nord pourrait rien faire sans l'aide de la Chine. Évidemment. Les machines que la Russie utilise pour produire ses missiles, tout ça, et tout ce qu'il y a dans leurs missiles, ça vient de Chine. La Chine les aide à contourner les sanctions. La Chine leur envoie des blindés, des véhicules, tout ça. Donc la Chine aide la Russie 10 fois plus que ce que l'Ouest aide l'Ukraine.
La Russie n'existerait pas sans la Chine. Ouais, ouais, bien sûr. Mais, mais après, ouais. Je pense qu'on pourra faire des épisodes, peut-être les jours où il y a moins d'actu, où on parlera un peu plus de ces questions de fond comme ça sur un peu les tenants et les aboutissants géopolitiques et les gros acteurs dans tout ça. Est-ce que tu veux parler d'autre chose sur le sujet ou On peut parler du fait que Trump va arriver au pouvoir dans quelques semaines. Et du coup, il y aura ces négociations. Et comme il y aura une négociation, si elles n'aboutissent pas, c'est pas impossible qu'on se retrouve dans une situation où Trump dit que c'est à l'Europe maintenant de se débrouiller et que les États-Unis arrêtent. Et à ce moment-là, ça va être un gros réveil pour les Européens parce que les gros pays en Europe, il y a plusieurs pays qui sont réveillés au début de la guerre. Les pays baltes, par exemple, qui dépensent beaucoup dans leur armée en pourcentage de PIB, mais qui aussi ont donné beaucoup d'équipements à l'Ukraine. Mais les gros pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, même s'ils sont plus non-lieu, sont des pays qui ne sont pas encore réveillés. En France, en Angleterre, en Italie, il y a les missiles Scalp qui sont produits et qui sont utilisés par ces 3 pays et qui sont donnés à l'Ukraine. Ça fait 3 ans quasiment que la guerre dure et il n'y a personne qui s'est dit qu'il faudrait relancer la production. Donc il n'y a pas de production, alors qu'il y a une capacité de les produire, mais il n'y a pas de production. Et il n'y a pas de tanks produits dans ces pays-là. Il y a plein de choses qui ne sont pas produites parce que... je sais pas pourquoi, mais parce qu'on vit dans un... On vit dans un monde On va pas dire bisounours, on va pas dire bisounours parce qu'on veut pas catégoriser, on veut pas en plus, c'est fou parce catégoriser notre podcast comme ça. Mais... La France avait un avantage assez énorme vis-à-vis de l'Allemagne sur l'industrie de la défense parce que l'Allemagne faisait pas grand-chose sur la défense avant cette guerre. Et là, l'Allemagne est en train de dépasser la France, pas encore, mais parce que la France vend des Rafales et ça coûte cher, mais l'Allemagne produit des tanks, alors que la France n'en produit pas. La France est capable d'en produire, mais n'en produit pas. L'Allemagne produit des systèmes antiaériens qui sont vendus partout et la France est capable d'en produire, mais elle n'en produit pas, elle n'a pas placé de commande. Actuellement, elle est en train de préparer un nouveau modèle qu'elle va de s'impeter, mais la France ne fait pas grand-chose actuellement et l'Angleterre ne fait pas grand-chose, l'Italie ne fait pas grand-chose, l'Espagne ne fait rien. Et c'est ces pays-là qui vont devoir se réveiller. Et l'Allemagne aussi, mais l'Allemagne fait bien plus que la France et le Royaume-Uni. Mais la Pologne, les Pays-Baltes et les pays du Nord et la Roumanie et la République tchèque ensemble, c'est quelque chose avec les Pays-Bas aussi qui font beaucoup, mais ça reste des petits pays, donc l'Ukraine ne va pas s'en sortir sans l'aide américaine si les pays comme l'Allemagne et la France et le Royaume-Uni et l'Italie ne se réveillent pas. Ouais, écoute, en tout cas là, ça vaut ce que ça vaut, mais dans les déclarations récentes qu'on a vues un peu au niveau européen ou choses comme ça, il y a l'air quand même y avoir... Ouais, mais ça veut rien dire. Ça fait depuis le début de la guerre qu'il y a même des déclarations. Macron, il y a quelques mois, pendant les élections européennes, il y a les déclarations de quelqu'un qui est prêt à envoyer 50 milliards d'aides 50 milliards d'aides à l'Ukraine et tout ça. Et au fond, la France avait promis 3 milliards pour cette année. Ils ne vont pas réussir à les donner. Ils vont donner 2 milliards. Ouais. Alors qu'ils avaient promis 3, mais ils vont donner 2. Et sur les 2, il y a une partie qui va venir des avoirs gelés russes. Ouais. Donc la France... Et une partie, c'est du matériel un peu... Ouais, il y a aussi du vieux matériel. Du matériel français, quoi. Ouais. Mais que l'armée ne veut plus trop utiliser. Donc. C'est ça, mais après la France en a besoin aussi, mais c'est juste qu'il n'y a pas d'excuse. Si la France n'a pas assez de matériel, elle peut soit placer des commandes en France pour en produire, soit acheter du matériel autre part, comme les Pays-Bas par exemple ont acheté des tanks au Maroc et ils ont donné à l'Ukraine. Il n'y a pas d'excuse, mais la France ne fait pas grand-chose. La France, sur l'aide militaire à l'Ukraine, c'est triste à voir ce qui se passe. C'est pas... Ouais. Et pourtant, il y a une capacité. Mais malheureusement, on a l'impression que la vieille Europe vit toujours avec sa logique d'il y a 20 ou 30 ans, et avec cette volonté quasiment, on va dire, pacifique, de voir les choses, même de voir la production militaire comme une mauvaise chose. Une sorte de... Mais en fait, c'est un côté complètement immature, en fait, maintenant. On est arrivé à plutôt une sorte de... Moi, je vois surtout une sorte de gros adolescent déjà de 50 ans qui ne veut pas grandir, en fait. Ouais. Qui refuse d'accepter les réalités de la vie, quoi. Et après, il y a beaucoup de désinformation aussi, parce que si on regarde la télé en France, en général, s'il y a une discussion sur l'aide à l'Ukraine, il y aura toujours un ou deux officiers français qui seront à la télé et qui vont dire on a donné tout ce qu'on peut. Alors que c'est pas vrai, la France a une armée beaucoup plus grande que certains pays qui ont donné bien plus à l'Ukraine, mais ils vont dire on a tout donné et du coup le peuple va se dire ok, on a tout donné, on peut pas faire plus, c'est comme ça. Et à chaque fois que la France fait quelque chose
Que ce soit par exemple la brigade que la France est en train d'entraîner, c'est super. C'est une très bonne chose d'entraîner cette brigade. Et c'est une bonne nouvelle et c'est Vas-y, exactement ce qu'il faut. résume en 2-3 mots, c'est une En brigade. gros, il y a une brigade ukrainienne qui est entraînée et équipée totalement par la France. Ouais. Et c'est très bien parce que jusqu'ici, il y a beaucoup de brigades qui ont été entraînées à l'étranger, mais ces brigades n'ont pas forcément été entraînées et équipées au même endroit par la même personne. Là, la France fait tout pour une brigade et du coup, ils sauront utiliser le même matériel, c'est une bonne chose. Mais du coup, la France va poster 10 photos, 10 vidéos sur cette chose-là et du coup, on va avoir l'impression que c'est quelque chose d'énorme alors qu'au fond, pour la taille de la France et pour un pays qui se prétend être le leader de la défense en Europe, c'est rien. Ouais. Mais ça reste une très bonne chose, mais il faudrait le faire pour 5 brigades, pas pour une brigade. C'est pas... Ouais. Et à la limite, c'est pas grave, même une brigade c'est bien, mais alors faudrait peut-être commencer à envoyer des tanks Leclerc ou peut-être même des IFV un peu modernes au lieu de donner des vieux trucs. Et comme dit, il y a toujours l'option soit de placer les commandes en France pour produire plus, pour remplacer du matériel donné, soit d'acheter autre part. Si la France ne veut pas donner son matériel, des pays qui produisent, il y en a énormément. Ouais. Mais il y a aussi des pays qui ont du matériel d'occasion soviétique que les Ukrainiens savent utiliser. Ouais. Et ce matériel ne coûte pas très cher. Donc si la France veut donner des T-72, c'est largement possible. Il n'y a aucune excuse de ne pas le faire. Mais, Après, c'est vrai qu'on sait que stratégiquement, Poutine il a bien choisi son moment pour attaquer une Europe qui est affaiblie après le Covid, qui est dans des périodes qui doit vivre des politiques d'austérité, qui marche sur des œufs avec sa population locale, avec la polarisation des électeurs, l'inflation qui augmente de manière, on va dire, automatique avec la guerre en plus. Ouais. Ça aurait pu être encore pire. Je pense que Poutine se disait que les Ukrainiens vont pas combattre et vont se laisser faire, et que l'Europe va aussi se laisser faire et juste accepter que l'Ukraine devient une sorte de Biélorussie 2.0 et que l'Europe continue à acheter du gaz et tout ça. Et en fait, je pense qu'il a un peu sous-estimé l'Europe, et l'Europe se débrouille mieux que ce qui était prévu, mais moins bien que dans le meilleur cas possible. Ouais. Ok. Écoute, c'est intéressant. Je trouve que pour aujourd'hui, on est pas mal. Pour terminer cet épisode, on va revenir sur notre courrier des lecteurs. Donc on est vraiment content. On a eu un message de la part de Mathieu, que je remercie, qui semblait avoir un peu des questions. C'était pas très clair sur la partie où on a parlé de l'isolationnisme de Trump. Est-ce que tu veux revenir un peu sur les définitions que tu essayais d'apporter et voilà. J'essaie d'expliquer dans le premier épisode, c'est cet isolationnisme américain et d'où il vient. Et sur quelle théorie il est basé. Ce que j'avais dit, c'était que l'isolationnisme américain, comme il vient du réalisme de Mearsheimer, est en quelque sorte l'opposé du libéralisme. Et je pense que certaines personnes n'ont pas forcément compris ce que je voulais dire, ce qui est normal, parce que le libéralisme et le réalisme, c'est des termes qui sont utilisés, qui ont plusieurs sens en fonction du domaine. Et en relations internationales, le libéralisme, c'est pas la même chose que le libéralisme dans d'autres contextes. Et du coup, en gros, Trump est un isolationniste maintenant, plus qu'en 2016. Qu'un moderne républicain est basé sur le réalisme comme théorie des relations internationales, mais pas le réalisme basique, le réalisme de Mearsheimer, qui est une sorte de néo-réalisme un peu sélectif, qui utilise le réalisme et ce jeu à somme nulle un peu pour expliquer le comportement des pays ennemis des États-Unis, donc la Chine et la Russie. Donc si la Russie ou la Chine envahit un pays, le réalisme de Mearsheimer va dire que c'est normal, c'était attendu. Mais par contre, pour parler des États-Unis ou des actions des États-Unis, à ce moment-là, ils n'emploient plus le réalisme. Là, c'est très sélectif ce qu'ils font. Ouais. Mais du coup, c'est basé sur ce réalisme sélectif et ce réalisme sélectif, du coup, le réalisme, c'est pas censé être une théorie isolationniste forcément, mais dans le cas de Mearsheimer, ça pousse à l'isolationnisme. Donc en gros, il part du principe que l'Europe, c'est pas un problème des États-Unis. Les États-Unis ont des ressources très limitées, selon eux. Ce qui est vrai, mais pas si vrai que ça. Mais les États-Unis ont des ressources limitées, et comme les États-Unis ont des ressources limitées, ils ne devraient pas être partout. Donc ils devraient avoir un focus sur l'Asie et laisser l'Europe et le Moyen-Orient faire ce qu'ils veulent. Ce qui, Trump ne comprend pas forcément ça comme ça, parce que lui, le Moyen-Orient, c'est important pour lui. Mais au fond, le point, c'est que du coup, beaucoup d'isolationnistes utilisent ce réalisme comme excuse pour se retirer de l'Europe et du Moyen-Orient. Et du coup disent que le focus ça doit être sur la Chine, mais en fait ils n'ont pas d'intention de vraiment défendre l'Asie ou de vraiment aller en Chine. C'est plus une question
America First et ramener les soldats aux États-Unis et moins dépenser dans la défense et tout ça. Et du coup, c'est dans ce sens-là que c'est l'isolationnisme qui vient du réalisme de Mearsheimer et l'opposé du libéralisme, parce que le libéralisme en relations internationales, c'est de penser qu'on n'est pas dans un monde à somme nulle, dans un jeu à somme nulle, et que du coup, en coopérant, deux pays peuvent gagner autant des deux côtés, ou ça peut être utile de coopérer. Il n'y a pas besoin, même entre pays qui ne sont pas forcément des alliés ou des partenaires. Et du coup, leur isolationnisme est basé sur l'opposé du libéralisme, qui est une sorte de réalisme sélectif. Ok. C'était ça. Ok. Ouais. C'est des concepts assez compliqués. Mais, Ouais, mais en plus, le problème, c'est que c'est des concepts qui sont pas. Si on va en cours de relations internationales et que ces concepts sont expliqués, l'explication du concept ou la définition du concept ne sera pas ne sera pas forcément celle qui est appliquée aujourd'hui aux États-Unis, parce que le monde n'est pas noir ou blanc et il n'y a pas de réalisme pur ou de libéralisme pur. Toujours pareil, la différence entre la théorie et l'interprétation du réalisme de Mearsheimer, qui est quand même le professeur peut-être qui pèse le plus dans le domaine mondialement, qui est malheureusement assez pro-russe aussi, mais qui avait déjà beaucoup d'influence sur Obama à l'époque et qui en a beaucoup sur les gens autour de Trump aujourd'hui. L'influence de Mearsheimer fait que c'est ce type d'isolationnisme et de réalisme qui est à la mode en ce moment aux États-Unis. Ok, bah écoute, on va suivre ça. Hein. On va suivre ça. Parfait. Écoute, Merci. je te remercie pour aujourd'hui. Merci. Voilà, chères auditrices et auditeurs, ainsi s'achève notre 2e épisode. Vous avez dû vous rendre compte que nous sommes partis aujourd'hui sur un format plus court, autour d'une demi-heure. Je pense que ce pod sera à durée variable, parce que ça va dépendre de l'actu, de nos disponibilités respectives avec Yoni, etc. On veut pouvoir être réactif, tout simplement parce que dans la géopolitique, parfois, des événements très importants peuvent se dérouler en l'espace de quelques heures. Avant de vous quitter pour aujourd'hui, je voulais faire mon petit instant promo. On est au tout début du podcast. Je pense vraiment qu'on a quelque chose à apporter à notre modeste niveau au paysage français du podcast sur la géopolitique, clairement. Et clairement grâce au niveau des analyses de Yoni. Je rappelle juste vite fait que Yoni sur Twitter, maintenant X, c'est pas n'importe qui. Quand peut-être même pas un an, il a obtenu 40 000 abonnés grâce à la qualité de ses analyses là-bas. Que maintenant c'est un intervenant régulier pour Euronews Serbie par exemple, qu'il est régulièrement cité dans des articles de journaux prestigieux comme Forbes par exemple, et d'autres dont je ne me souviens pas. Tout ça pour vous dire que sans vouloir nous la péter, Yoni, c'est pas un jambon. Et que donc, on aimerait bien avoir une audience quoi. Ce podcast va être à peu près disponible sur toutes les plateformes, bientôt même sur Apple Podcast. Aidez-nous à le faire connaître, en le partageant, en parlant autour de vous, en vous inscrivant sur votre plateforme, en laissant des messages. Très important les messages. C'est aussi bon pour le moral des troupes, sans mauvais jeu de mots. Moi aujourd'hui, sur le premier épisode, ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir un retour. Donc voilà, ce serait vraiment super. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Parce que c'est bon. Fais gaffe parce que ça va être sur C'est pas grave. ça va être en fin de podcast. Hein. C'est pour Antep. C'est la pizza de nerfs avec champignons et olives.